Bonjour à tous, en mon absence, je vous fais cette petite vidéo pour vous aider à réviser votre chapitre sur la mondialisation. Je vous ai envoyé le cours en ligne que vous pourrez lire de manière détaillée, mais j'aimerais avec cette vidéo vous faire une sorte de résumé des idées principales que vous devez avoir bien comprises sur ce chapitre. Ce thème de géographie concerne donc la mondialisation. La mondialisation, c'est un phénomène en grande partie économique, notamment actuellement, et qu'on étudie ici du point de vue du géographe, c'est-à-dire en s'intéressant aux espaces concernés par la mondialisation. Les flux qu'il y a sur la Terre liés à la mondialisation, mais aussi comment les lieux, à une échelle y compris très locale, vont être en compétition pour participer à la mondialisation, se transformer pour participer à la mondialisation ou ne pas y participer. Donc je vous rappelle qu'on étudie en géographie les phénomènes à plusieurs échelles. Ici, bien sûr, l'échelle principale, c'est l'échelle mondiale, comme le nom l'indique. Comment les choses circulent aujourd'hui à l'échelle de la planète. Sur l'ensemble des territoires de la planète, quasiment tous sont concernés. Mais aussi à une échelle continentale. On a vu que, par exemple, les échanges économiques principaux, ils se faisaient à l'intérieur des zones, des continents, comme au sein de l'Union européenne, par exemple. À l'échelle des États, là aussi, on a vu à quel point les États restaient une échelle très importante de la mondialisation, donc l'échelle nationale. Et enfin, à l'échelle locale, échelle des lieux comme des villes, des quartiers dans les villes, les ports, mais aussi d'autres types d'espaces qu'on va envisager d'un point de vue local. Donc, je vous rappelle, le géographe s'intéresse toujours en même temps à toutes ces échelles. La mondialisation, c'est un phénomène qui est en cours depuis longtemps. L'idée à comprendre, c'est que c'est une mise en relation des différentes parties du monde, comme son nom l'indique. Cette mise en relation, elle se fait au travers d'échanges qui sont des échanges économiques, principalement, surtout aujourd'hui, des échanges commerciaux, c'est-à-dire vente de marchandises d'un bout à l'autre de la planète. Ces marchandises, ça peut être des marchandises agricoles, minières, des produits miniers, le pétrole, mais aussi des produits très élaborés qui ont circulé d'ailleurs plusieurs fois sur la planète avant d'être à l'endroit où ils vont être vendus, comme un téléphone, un ordinateur. Donc ces circulations sont des circulations de produits solides et échangés de manière commerciale, mais c'est aussi la circulation des hommes qui circulent pour changer de pays, les migrants, pour habiter dans un autre pays, ou pour visiter d'autres pays, les touristes. Évidemment, quand les hommes circulent, ça entraîne plein d'autres circulations conjointes, des circulations d'argent, des transports, des circulations d'idées, puisque en voyageant, ces hommes vont faire circuler plein de choses avec eux. Et puis, troisième type de circulation, c'est des circulations qui sont immatérielles, mais qui n'en sont pas moins importantes, qui sont les circulations des idées, des modes de vie, des informations, des façons de manger, des façons de s'habiller, des loisirs, des films, de la littérature, etc. Bon, il y a eu dans l'histoire plusieurs moments de mondialisation. Globalement, il faut bien vous dire que dans une grande partie de l'histoire de l'humanité, les échanges se faisaient à l'intérieur de zones de civilisation. Par exemple, autour de la Méditerranée, dans l'Antiquité grecque et romaine, vous savez qu'il y avait beaucoup d'échanges entre le nord, la rive nord et la rive sud de la Méditerranée, dans l'Empire romain par exemple. Au sein de toute la zone chinoise, pendant tout l'Empire chinois depuis le Moyen-Âge, etc., etc. Bon. Et ces zones de civilisation pouvaient avoir quelques contacts ponctuels, mais n'étaient pas dans des systèmes d'échange très élaborés jusqu'au XVe, XVIe siècle. Période qu'on appelle la première mondialisation, où les Européens, là de payer des taxes à l'Empire ottoman sur leur passage pour aller en Asie chercher les épices, les soieries qu'ils utilisaient comme produits luxueux en Europe,
ont décidé de tester l'hypothèse selon laquelle la Terre était ronde, comme vous le savez, pour aller chercher l'Asie par dans l'autre sens, et puis ont rencontré l'Amérique. Évidemment, l'Amérique existait avant, hein, mais ils l'ont découvert à ce moment-là. Et comme vous le savez, pour pouvoir exploiter les territoires américains sur lesquels ils se sont installés, ils ont eu besoin d'une main-d'œuvre plus abondante que la main-d'œuvre qui était déjà sur place, qui avait été en grande partie décimée par la conquête. Je parle des Amérindiens. Et donc, ils sont allés chercher des esclaves dans une troisième partie du monde qui était l'Afrique, le continent africain. Donc, les Européens, à ce moment-là, ont mis en relation ce qu'on a appelé le commerce triangulaire, l'Europe, l'Afrique et l'Amérique, tout en étant aussi en train de faire du commerce avec l'Asie. C'est l'époque aussi, vous le savez, de ces grandes découvertes du début de la colonisation par les Européens de territoires dans les 3 autres continents, asiatiques, africains et américains. Donc, c'est un premier système d'échange à l'échelle mondiale, puisque les Européens vont dans d'autres continents, ils exploitent des matières premières agricoles, par exemple, qui ramènent en Europe ou ramènent dans d'autres continents, etc. Donc, on a bien l'idée là d'échanges commerciaux, d'idées, d'hommes à l'échelle de la planète. Cette première mondialisation, elle va connaître un essor très très important à un deuxième moment, une deuxième phase qui est au XIXe siècle, au moment de l'âge industriel. C'est-à-dire à ce moment où en Europe, il y a d'énormes progrès techniques et un grand changement dans les méthodes de production qui vont en fait tout simplement faciliter considérablement ces échanges qui existaient déjà. Ces progrès techniques, ils sont de 2 sortes, c'est les progrès dans les transports et les progrès dans les communications. Avant, pour voyager, on voyageait avec un bateau à voile, on était dépendant du vent, des marées, des éléments naturels, donc évidemment c'était à la fois beaucoup plus lent et beaucoup plus dangereux. En inventant la machine à vapeur, on peut créer à la fois des navires à vapeur et des trains à vapeur, des locomotives à vapeur, qui permettent de s'affranchir un petit peu des contraintes naturelles, d'aller beaucoup plus vite et d'être plus efficace dans les échanges. Donc ça, c'est une première cause qui facilite énormément les choses. Et la deuxième, c'est les communications avec l'invention du télégraphe, de la radio, du téléphone, qui permettent là aussi, évidemment, de faciliter les échanges en facilitant les échanges d'informations. L'Empire anglais est un très bon exemple à ce moment-là des facilités qu'ont permis les progrès des transports et des télécommunications, puisque vous savez que l'Empire anglais, qui rassemblait des pays en Afrique, en Asie, l'Inde, était complètement immense. Le Canada, l'Australie, etc. était un empire immense, et les Anglais ont beaucoup utilisé ces télécommunications et ces moyens de transport pour accélérer les échanges au sein de leur empire. Bien. Donc, deuxième phase de mondialisation, c'est en fait une accélération qui est liée tout simplement au progrès technique. La troisième phase de mondialisation, c'est la phase qu'on connaît actuellement. Cette mondialisation, elle a une ampleur inédite. Les échanges dont je vous parlais au XVe, XVIe siècle et au XIXe siècle, ils n'avaient pas du tout un volume et une ampleur ni géographique ni économique telle que celle qu'on connaît actuellement. Alors, cette ampleur, cette explosion des échanges, là aussi, dans notre époque, elle est liée au progrès technique. Les progrès techniques, là du coup, plutôt dans le domaine de l'aviation, avec des avions, la création des longs courriers qui permettent d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, de manière beaucoup plus sûre, encore une fois, mais aussi beaucoup des progrès dans les transports maritimes, avec les navires à propulsion nucléaire par exemple, et puis, comme je vous ai expliqué, une meilleure organisation des transports avec les porte-conteneurs et l'idée que le conteneur peut être utilisable dans un navire, puis ensuite dans un train, puis ensuite sur un camion, etc. et que ça facilite l'intermodalité, c'est-à-dire la relation entre les différents types de transport, donc ça facilite évidemment les échanges. Et puis, progrès technique aussi dans les télécommunications, avec évidemment Internet, le fax et le téléphone, Internet, le fax, qui permettent de communiquer de manière complètement instantanée partout sur la planète, ce qui n'est absolument jamais arrivé auparavant et qui change complètement la possibilité de communiquer et d'échanger. Bon, donc ces facteurs techniques de la mondialisation actuelle sont doublés par des facteurs de type plus politique, qui sont la volonté
de part des gouvernements qui ont une influence très forte à l'échelle internationale, de mettre en place des organismes qui facilitent les échanges économiques sur la planète. Donc, c'est ce que je vous ai expliqué la dernière fois avec l'idée du libéralisme. Je vous rappelle que le libéralisme, c'est le contraire de la régulation publique, c'est-à-dire qu'on essaye de faire en sorte qu'il y ait le moins possible de règles imposées par les États sur les échanges économiques, de manière à faciliter le libre jeu du marché, le libre jeu des entrepreneurs privés. D'accord ? Contrairement à la régulation publique dont le but est d'instaurer des règles, des lois de par l'État pour protéger l'économie, la société, l'égalité entre les citoyens, etc., le service public. D'accord ? On a les deux. Et donc, dans les années 80, dans les années 90, les États-Unis principalement diffusent ces idées de libéralisme au moyen et dans des institutions internationales comme l'OMC, le FMI, la Banque mondiale, etc. Donc ces idées se répandent et se mettent en pratique. On a de moins en moins de régulation publique, notamment sur le commerce international, donc ça facilite les échanges. Voilà ce que c'est la mondialisation. D'accord ? Donc la troisième phase, la phase dans laquelle on est maintenant, c'est des échanges qui ont complètement explosé à l'échelle internationale, dans un volume, je le répète, qui est totalement inédit et qui concerne pour la première fois l'ensemble de la planète. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour la première fois, des espaces isolés, difficilement accessibles, pour des conditions naturelles par exemple, je parle du fin fond de l'Amazonie par exemple, sont quand même reliés au monde, au moyen du portable, d'internet, des réseaux de communication, etc. Donc même s'ils peuvent être plus isolés que ne le paraissent New York et Londres et les grandes places, Shanghai, très très reliées à la mondialisation, l'ensemble des territoires du monde sont reliés à la mondialisation. Et cela, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire. Voilà. Donc voilà pour un premier panorama, voilà ce que vous devez comprendre sur ce qu'est la mondialisation et pourquoi on l'étudie. Parce que c'est un phénomène inédit et qui régit énormément l'organisation du monde contemporain. Voilà, je vais faire ensuite une deuxième vidéo pour reprendre la suite des idées du cours.